Peut-être avez-vous déjà entendu la théorie selon laquelle les humains seraient sur Terre, bien avant ce qu'affirme la science. Ceux qui y croient soutiennent que nous avons été semés dans ce coin du cosmos par des êtres plus intelligents que nous, et que dans un passé très lointain, nous avons atteint des niveaux d'évolution surprenants, ou plutôt aussi surprenants que dangereux. Savais-tu qu'il y a des gens qui disent que la mythique Atlantide se serait effondrée après avoir combattu un autre continent, aujourd'hui perdu, provoquant une débâcle nucléaire? Mais ne nous précipitons pas. Dans l'imaginaire New Age, il existe un continent englouti qui est considéré comme le berceau de civilisations hautement développées. Leurs habitants auraient atteint une conscience bien supérieure à celle des humains actuels. Selon ces croyances, ces êtres possédaient des capacités psychiques télépathiques et une connaissance profonde de l'énergie de la planète. Cette connaissance leur permettait de vivre en harmonie avec la nature et les rythmes cosmiques. Certains adeptes modernes soutiennent que ces êtres n'ont pas complètement disparu, mais qu'ils se sont déplacés vers des dimensions supérieures. D'autres pensent qu'ils demeurent dans des chambres souterraines et des cités cachées à travers la planète. Attendant le moment de transmettre à nouveau leur savoir, maintenant ainsi leur héritage vivant, par le biais de signaux envoyés à quelques élus. Le plus surprenant c'est, savais-tu que tout cela était né de spéculations scientifiques? Que sait-on de ce continent perdu étonnant? Comment cela se rapporte-t-il à certaines traditions de peuples ancestraux? Quel est son lien avec l'île de Pâques? Pourquoi cet endroit et l'Atlantide se sont-ils affrontés? Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous allons plonger dans ce spécial consacré à Lémurie, le continent des êtres élevés. Comme vous pouvez l'imaginer, ce sujet est quelque peu polémique. Il y a des gens qui vont dire que c'est génial, d'autres qui vont détester et dire que ce ne sont que des théories conspirationnistes et autres. Nous allons essayer de lui donner un cadre sceptique, si vous voulez, mais sans pour autant laisser de côté toutes les théories et histoires qui circulent. Surtout le mythe autour de Lémurie. Si vous voulez qu'on continue à aborder ces thématiques, je vous invite à écrire ici en dessous « Continent perdu ». S'il y a plus de 500 personnes qui commandent « Continent perdu », nous aborderons d'autres sujets similaires. Et je vous rappelle qu'il y a déjà plein de vidéos comme ça sur cette chaîne, je vous invite à les regarder. Je vais vous laisser un lien à la fin pour que vous puissiez aller les voir. Et vous pouvez aussi laisser vos suggestions ici en dessous. Nous allons lire tout ce que vous proposerez. À condition que ce sujet n'ait pas déjà été abordé, parce qu'en réalité on traite tellement de sujets qu'il y en a même certains qui commencent à se répéter. Bon, je ne vous retiens pas plus longtemps. Commençons. L'histoire de Lémurie ne commence pas dans des temples anciens ni dans des manuscrits énigmatiques, mais plutôt sur le terrain apparemment froid et rationnel de la science du 19e siècle. C'était des années où la biologie, la géologie et la théorie naissante de l'évolution transformaient radicalement la façon dont les êtres humains concevaient leur origine. Charles Darwin avait publié L'origine des espèces en 1859 et le débat sur la façon et la raison pour lesquelles certaines espèces apparaissaient à des endroits précis du monde battait son plein. C'est dans ce contexte que le nom Lémurie apparaît. Il a été inventé en 1864 par le zoologiste britannique Philip Latley Scutler, un naturaliste spécialisé dans les oiseaux, mais également très intéressé par la répartition des animaux à travers la planète. Scutler était confronté à une énigme biogéographique difficile à résoudre avec les connaissances de l'époque. À Madagascar et en Inde, il existait des espèces de lémuriens et d'autres animaux apparentés qui, curieusement, étaient absents ailleurs. En Afrique continentale et au Moyen-Orient, des territoires qui se trouvaient entre ces deux régions. Comment était-il possible que des animaux aussi particuliers habitent des zones aussi éloignées, séparés même par un océan, mais qu'ils ne vivent pas dans les régions intermédiaires? Qu'est-ce qui les reliait? Scutler avança alors une hypothèse jugée raisonnable. Dans un passé lointain, il aurait existé un immense pont terrestre, voire un continent entier, qui reliait Madagascar, l'Inde et peut-être même l'Asie du Sud-Est. Ce continent disparu, selon lui, expliquerait la répartition des Lémuriens. Pour lui donner un nom évocateur, inspiré précisément de ces petits primates, il l'a baptisé Lémurie. Il faut préciser que Scutler n'évoquait ni civilisation perdue, ni cultures avancées détruites par des catastrophes. Dans ses textes, il n'y avait rien de ce que les occultistes ou les écrivains ésotériques ajouteraient plus tard.
À l'origine, la Lémurie était une hypothèse strictement scientifique, inscrite dans la vision du monde du 19e siècle. En fait, Scuttler n'était pas seul dans ce type de raisonnement. À la même époque, d'autres naturalistes et géologues étaient obligés de postuler l'existence d'anciens continents engloutis ou disparus pour expliquer des phénomènes biogéographiques, avant que n'existe la théorie de la dérive des continents, formulée par Alfred Wegener seulement en 1912 et acceptée de nombreuses décennies plus tard. Les scientifiques devaient imaginer des scénarios alternatifs pour donner un sens aux fossiles et aux espèces qu'ils trouvaient réparties de manière apparemment inexplicable. Par exemple, le géologue allemand Melchior Neumayer a eu recours à l'idée de terres englouties pour expliquer la distribution des mollusques fossiles. Et Charles Darwin lui-même avait émis l'hypothèse que des chaînes d'îles et des cordillères sous-marines pouvaient être les vestiges d'anciennes masses terrestres qui avaient autrefois été réunies. Dans ce contexte, la Lémurie n'était qu'une des nombreuses hypothèses similaires qui circulaient dans le domaine scientifique. Ce n'était pas une idée extravagante, mais une tentative logique de répondre à un problème réel avec les outils conceptuels disponibles à cette époque. Avec le temps, cependant, le nom de Lémurie allait s'échapper des pages de la biologie pour devenir quelque chose de très différent. Un mythe chargé de mystère, de spiritualité et de vision de monde perdu. Patience face au mythe. La Lémurie passe des annales scientifiques au domaine du mythe. C'est un phénomène fascinant qui nous montre comment les idées scientifiques peuvent être resignifiées et transformées selon le contexte culturel dans lequel elles circulent. Dans la seconde moitié du 19e siècle, alors que les naturalistes européens débattaient de fossiles, de continents engloutis et de l'évolution, un autre courant intellectuel émergeait, l'occultisme moderne. C'était l'époque des sociétés secrètes, des séances de spiritisme et d'une quête intense de connaissances alternatives qui défièrent les limites de la science officielle. Il n'était pas rare, à cette époque, que de nombreuses familles aristocratiques consacrent de longues après-midi à tenter de communiquer avec les morts. Toujours avec une médium, servant de canal entre les mondes. La croyance aux esprits était bien plus acceptée qu'aujourd'hui, et le désir de tenter d'établir des liens avec cet au-delà n'était pas tourné en ridicule. C'est dans ce contexte qu'est apparue la figure décisive d'Hélène Petrovna Blavatsky, une femme née en Russie en 1831 qui allait devenir l'une des fondatrices de la Société théosophique. En 1875, Blavatsky affirmait avoir voyagé longuement en Orient, où selon elle, elle avait été en contact avec des maîtres occultes et des gardiens d'un savoir ancestral. Dans ses ouvrages volumineux, en particulier Isis dévoilée, de 1877 et La doctrine secrète, de 1888, Blavatsky a élaboré une vision du monde qui mêlait des éléments de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'ésotérisme occidental et des références à la science de son époque. C'est là que la Lémurie a repris vie. Blavatsky a repris le terme de Sclater, mais lui a donné une perspective différente. Elle ne parlait plus d'un continent hypothétique, créé pour expliquer la répartition des Lémuriens, mais plutôt de la demeure d'une ancienne humanité disparue, l'une des races racines qui aurait habité la Terre dans des temps reculés. Blavatsky affirme qu'avant notre civilisation, d'autres humanités, toutes distinctes, vivaient sur divers continents. La Lémurie abrita l'une de ces races. Dans son récit, la Lémurie ne disparut pas seulement sous les océans, mais elle le fit au milieu de grands cataclysmes qui marquèrent le destin de la planète. Blavatsky affirme que l'humanité lémurienne différait de la nôtre. Dans les textes théosophiques, ces êtres sont décrits comme gigantesques, capables de mesurer plusieurs mètres de haut, avec des corps semi-éthérés. À leur début, ils possédaient un sens de la spiritualité différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Blavatsky affirmait que les Lémuriens vivaient à une époque où les êtres humains n'avaient pas encore pleinement développé l'autoconscience. Ils étaient, en quelque sorte, un pont entre le pur instinct et la raison. Les Lémuriens pouvaient se déplacer parmi les énergies et les manipuler, tout en sachant comment utiliser les ondes sonores à leur avantage. Leur monde vaste et énigmatique ressemblait à un paradis. Pourtant, il était condamné à disparaître sous des intempéries inévitables qui donneraient naissance à la prochaine civilisation. Dans leur perfection, les Lémuriens n'étaient qu'une étape, un état intermédiaire, le dernier maillon avant que l'humanité ne signe sa propre sentence.
En effet, après l'époque lémurienne, les humains commencèrent à se livrer à des pensées hostiles et misérables, tout en développant des ambitions et des besoins matériels. Le récit de la Lémurie dans la théosophie a pris de l'ampleur, non seulement parce qu'il disait du passé, mais aussi parce qu'il suggérait sur le présent. La société théosophique considérait ces histoires comme un moyen de comprendre la place de l'humain dans le cosmos. Si des civilisations antérieures plus grandes ou spirituelles existaient, l'homme moderne ne serait qu'une étape d'un vaste processus évolutif. Il avait encore une chance de rédemption. La Lémurie, comprise de cette manière, servait de rappel que l'humanité n'était ni unique ni définitive. Dans les cercles théosophiques, ces idées ont eu un écho remarquable. La société théosophique s'est rapidement répandue en Europe, aux États-Unis et en Inde, et avec elle, la notion de la Lémurie comme un continent mythique s'est diffusée. Leurs textes ont été lus par des intellectuels, des artistes et des chercheurs spirituels qui ont vu dans cette histoire une alternative face au matérialisme scientifique qui dominait l'époque. La théosophie n'a pas seulement repris le nom de Lémurie, elle l'a aussi chargé de sens en faisant un symbole de civilisation perdue et d'enseignement caché. Dans un siècle marqué par des découvertes archéologiques, les ruines de Troie, les hiéroglyphes égyptiens déchiffrés, les explorations en Mésopotamie, l'idée de continent perdu et de civilisation oubliée s'accordaient parfaitement avec l'imagination populaire. Alors que la science cherchait des preuves physiques, l'ésotérisme affirmait avoir accès à une histoire cachée de l'humanité, accessible uniquement à ceux qui s'aventuraient dans la connaissance secrète. Les eaux se sont divisées, puis les visions se sont mêlées. Avec le changement de siècle, Lémurie cessa d'être une simple curiosité dans les textes théosophiques et devint un symbole puissant qui traversa les courants spirituels, les mouvements ésotériques et même les théories pseudo-scientifiques. Le mot, déjà chargé de mystère grâce à Blavatsky, fut repris par de nouveaux auteurs qui cherchèrent à lui donner plus de détails, plus de consistance et plus de spectaculaire. William Scott Elliot, membre éminent de la Société théosophique, fut l'un des premiers à développer le mythe de la Lémurie, publiant sa théorie en 1896. À la différence de Blavatsky, qui travaillait sur des plans plus philosophiques, Scott Elliot chercha à décrire avec minutie la géographie, la culture et même les coutumes des habitants lémuriens. Selon lui, ces descriptions venaient de la clairvoyance, soit de visions obtenues en perception extrasensorielle. On y trouvait des détails tels que d'immenses cités, des sociétés organisées et même des technologies inconnues qui auraient prospéré en Lémurie avant sa destruction. Bien que pour la science de son époque, ces textes n'avaient aucune valeur, pour le public intéressé par l'occulte, ils constituaient une révélation. La Lémurie n'était plus seulement un concept abstrait, mais un monde imaginé, avec des couleurs, des sons et des formes. La frontière entre mythe et chronique commençait à s'estomper. Au cours de la première moitié du XXe siècle, d'autres auteurs ont continué à alimenter la légende, la force du mythe. Au début du XXe siècle, des magazines de vulgarisation et des journaux publiaient des articles sur des continents disparus. Le public lecteur, fasciné par les expéditions archéologiques de l'époque et les avancées de l'exploration de la planète, était enclin à croire qu'il pouvait encore exister certaines terres englouties attendant d'être découvertes. Et les spéculations proliférèrent à la vitesse de la lumière. La Seconde Guerre mondiale et les avancées de la science géologique ont quelque peu refroidi ces idées, mais ne les ont pas effacées. Dans les années 50 et 60, avec l'essor de la culture alternative et le regain d'intérêt pour le paranormal, la Lémurie est réapparue dans des discours qui la reliaient à l'arrivée des extraterrestres, avec des technologies perdues et des contacts spirituels par la méditation ou la canalisation. Un cas paradigmatique fut celui de la ville mythique de Telos, supposément située sous le mont Shasta, en Californie. Selon certains mouvements spirituels qui ont commencé à se répandre dans la seconde moitié du XXe siècle, les Lémuriens ne seraient pas disparus, mais se seraient réfugiés là-bas. Ils auraient bâti une civilisation souterraine, avancée et éclairée. On supposait qu'ils continueraient à vivre dans ces rues, invisibles aux yeux des humains ordinaires, attendant le moment de revenir pour partager leur sagesse et nous sauver d'un apocalypse inévitable. Lémurie, de cette manière, est devenue un réceptacle de rêves, une scène où chaque courant projetait ses désirs et ses peurs, allant de visions spiritualistes à des hypothèses pseudo-scientifiques.
Pour certains, elle était la mère de toutes les civilisations. Pour d'autres, une expérience spirituelle qui a échoué. Pour un troisième groupe, la preuve que l'humanité ignore même une partie de sa véritable histoire. Lémurie, c'était tout cela en même temps, la rendant ainsi encore plus grande et fascinante. Cependant, ce n'était pas suffisant. D'autres auteurs et courants occultistes ont commencé à intégrer la Lémurie dans un récit beaucoup plus vaste, où sa mythologie a commencé à se mêler et à se fusionner avec l'Atlantide de Platon et la mystérieuse Mu. De nos jours, lorsqu'on parle de continent perdu, la Lémurie apparaît rarement seule. Son mythe, pour le meilleur ou pour le pire, a fini par s'entrelacer avec deux autres grands mystères, Mu et l'Atlantide. Ces noms constituent une triade mythique ayant inspiré explorateurs, occultistes, écrivains et rêveurs à travers les époques. Malgré des contextes différents, tous trois ont partagé un même destin. Chaque génération les a utilisés comme miroir pour projeter peur, espoir et quête d'une origine cachée de l'humanité. L'Atlantide est, sans aucun doute, la plus célèbre. Sa première mention apparaît dans les dialogues de Platon il y a plus de 2000 ans comme une civilisation avancée qui aurait disparu sous la mer en un seul jour et une seule nuit de catastrophe. Pour les Grecs, il s'agissait d'une parabole morale plutôt que d'un fait historique, mais plus tard, cela est devenu un symbole de mystère. Des voyageurs, des cartographes de la Renaissance et des explorateurs de l'époque moderne ont cherché des traces de son existence dans l'Atlantique, en Amérique et même dans les profondeurs de la Méditerranée. Sur cette chaîne, nous avons fait un long reportage sur l'Atlantide. Je vous invite à la regarder après cette vidéo. Mu, en revanche, est né au 19e siècle grâce aux théories d'Auguste le Plongeon, un archéologue autodidacte qui, en interprétant mal certains hiéroglyphes, Mayas a affirmé qu'il avait existé un grand continent disparu dans le Pacifique. Selon sa vision, Mu aurait été le berceau d'une civilisation qui se serait ensuite dispersée vers l'Égypte, la Mésopotamie et les cultures précolombiennes. Bien que la communauté scientifique ait rapidement rejeté ces affirmations, l'idée s'est enracinée avec force dans l'imaginaire ésotérique. Pour les théosophes des 19e et 20e siècles, il n'y aurait aucune contradiction à unir ces trois continents perdus dans une grande narration spirituelle. Selon cette vision, chacun incarnait des ères humaines ou races racines ayant émergé et disparu lors des cycles cosmiques. L'Atlantide symbolisait la chute d'une civilisation technologiquement avancée, mais moralement corrompue. Mu était interprété comme le continent mère, l'origine spirituelle des cultures anciennes, et la Lémurie était considérée comme une étape intermédiaire où l'être humain était encore en formation. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont ces trois récits se sont nourris mutuellement. De nombreux auteurs du XXe siècle ont mêlé leurs histoires. Certains disaient simplement que des survivants de la Lémurie avaient créé des colonies en Atlantide. De cette manière, le mythe des continents perdus est devenu un réseau interconnecté où les frontières entre la science, l'histoire et la fiction disparaissaient. Aujourd'hui, Internet a renforcé ces liens. Des communautés virtuelles évoquent la Lémurie, Mu et l'Atlantide, comme s'ils formaient une même saga cosmique. Souvent, on les associe même à des théories d'anciens astronautes, à des énergies cachées de la planète ou à des portes interdimensionnelles. Parmi les histoires les plus spectaculaires et fascinantes qui entourent les continents perdus, il y en a une qui se distingue par son caractère dramatique. Selon cette histoire, les Lémuriens et les Atlantes sont entrés en conflit, menant leur civilisation à un affrontement d'une ampleur si démesurée qu'il serait fatal pour l'humanité elle-même. Et c'est ainsi que notre histoire revient au commencement. Selon ces théories, largement répandues dans les cercles ésotériques et la littérature pseudo-historique, les tensions entre les peuples de Lémurie et d'Atlantide ne sont pas nées uniquement de rivalités territoriales, mais pour des raisons plus troublantes. Nous comprendrons bientôt leurs références. Pour l'instant, il suffit de savoir que le conflit proprement dit a dégénéré en une guerre de destruction totale. Avec des armes capables de provoquer des explosions d'une puissance que nous associerions aujourd'hui à l'énergie nucléaire. Cependant, certains auteurs suggèrent que ces armes n'étaient pas nucléaires au sens moderne, mais utilisaient des technologies de fusion ou de manipulation énergétique avancées. La dévastation qui en a résulté aurait provoqué la disparition de vastes régions des deux continents, engloutissant des villes et des territoires entiers sous l'océan et donnant naissance aux légendes de l'Atlantide et de la Lémurie engloutie.
Les récits indiquent que la guerre n'était pas isolée et qu'il y aurait eu des interventions extérieures. Des êtres venus d'autres mondes ou d'autres civilisations internationales préexistantes auraient influencé les camps, les poussant vers la tragédie finale. Dans certaines versions du récit ésotérique, ces races extérieures cherchaient à exploiter la technologie avancée des Lémuriens et des Atlantes à leurs propres fins, et c'est pourquoi ils les auraient manipulés cruellement. Donc, tout cela était dû à la présence d'un tiers en discorde qui agissait comme un marionnettiste machiavélique. N'était-ce pas un peu effrayant ? Le mythe continue en racontant qu'après la catastrophe, les rares survivants des deux continents n'ont pas complètement disparu. Selon ces théories, ils se seraient dispersés dans diverses régions du monde, emportant des éléments de leur culture, technologie et savoir. Certains auraient migré vers l'Inde et l'Asie du Sud-Est, contribuant à la formation de civilisations anciennes. D'autres se seraient établis en Égypte, Mésopotamie et Amérique, transmettant des secrets qui inspireraient plus tard des constructions de grande envergure. Systèmes d'écriture, rituels religieux et mythologies anciennes. Ce récit de guerre et de survie offre une explication mythique à la dispersion de connaissances avancées dans des sociétés apparemment isolées. Les similitudes entre pyramides, temples mégalithiques et alignements astronomiques sur divers continents sont vues comme des traces de l'héritage lémurien et atlantéen transmis par les survivants de la guerre emblématique. Il va sans dire qu'il n'existe aucune preuve archéologique ou géologique de conflits nucléaires préhistoriques, ni d'intervention de races extérieures. Bien qu'il ne manque pas de personnes qui insinuent que les grands cratères que nous associons à des impacts de météorites pourraient peut-être être les vestiges d'une énorme explosion passée. Est-ce que cela a du sens ? L'humanité a-t-elle déjà été détruite auparavant par l'humanité elle-même ? Le récit porte un avertissement en son cœur. L'arrogance et la technologie avancée peuvent mener à l'autodestruction. Sommes-nous, aujourd'hui, proches du moment où les bonds évolutifs incessants de la technologie nous pousseront dans le vide? L'histoire est-elle sur le point de se répéter? D'autre part, certains ont trouvé d'éventuelles traces de Lémurie dans la mythologie d'un peuple appelé Tamoul. À l'extrême sud du sous-continent indien, là où l'océan Indien se confond avec l'horizon et où les côtes du Tamil Nadu reçoivent l'éternel ressac, émerge un mythe qui a traversé les siècles et les générations. Kumari Kandam. Plus qu'une légende, cette terre perdue est un pilier culturel pour le peuple tamoul qui la voit comme le berceau de sa civilisation. Les anciens textes tamouls décrivent Kumari Kandam comme une vaste région située au sud de l'Inde. Un continent fertile et prospère qui a été englouti par la mer après une série de catastrophes naturelles. Selon la tradition, une civilisation avancée y a prospéré, organisée en ville avec des institutions politiques et culturelles, et aurait donné naissance à la langue tamoule, considérée comme l'une des plus anciennes langues vivantes. La tradition affirme qu'à Kumari Kandam se sont développés les trois grands sangams, les académies littéraires qui ont réuni pendant des milliers d'années des poètes, des sages et des érudits. Le mythe dit que les deux premiers sangams ont été engloutis avec la terre, seuls quelques-uns du troisième ont survécu. Des fragments qui nous sont parvenus, immortalisés dans les poèmes classiques de la littérature tamoule. L'idée d'un continent englouti évoque non seulement une géographie disparue, mais aussi une Bible, une bibliothèque et une archive de la connaissance humaine perdue sous la mer. Au cours du 19e siècle, lorsque des géologues européens ont commencé à proposer l'existence d'un continent disparu appelé Lémurie pour expliquer la répartition des espèces animales. De nombreux intellectuels indiens ont vu dans cette hypothèse une confirmation de ce que leur tradition racontait depuis des temps immémoriaux. Certains penseurs tamouls ont notamment assimilé la Lémurie à Kumari Kandam, reliant ainsi mythe et science. Au XXe siècle, Kumari Kandam a pris une valeur symbolique accrue. Dans le sud de l'Inde, les mouvements politiques dravidiens l'ont adopté comme preuve d'un passé glorieux, antérieur à la domination culturelle des peuples indo-européens du Nord. Selon cette vision, les Tamouls n'étaient pas les descendants de cultures marginalisées, mais les héritiers d'une civilisation qui avait autrefois dominé tout un continent et qui fut injustement effacée de l'histoire. Le politicien de Kumari Kandam était si puissant qu'il a transcendé la frontière de la mythologie et est devenu une partie de l'identité collective. Le continent perdu n'était pas seulement une terre submergée, c'était un récit de résistance face à des siècles de domination culturelle et linguistique.
La géologie moderne a démontré qu'il n'a jamais existé de portion de terre de l'ampleur décrite par les mythes tamouls dans l'océan Indien. Il existe toutefois des explications partielles. Pendant la dernière glaciation, les niveaux de la mer étaient plus bas et de vastes régions côtières qui sont aujourd'hui submergées auraient été habitées. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Cette fameuse terre perdue est-elle en fait une portion de côte qui a été engloutie par l'eau lorsque la mer est montée ? Ceux qui le croient affirment que la mémoire collective a fini par transformer cet événement en mythe de Kumarikandam. Soumatri Ramaswamy, qui a étudié la Lémurie en 1999, 2000 et 2004 a découvert que, sous approbation britannique, Kumarikandam, apparue pour la première fois dans les textes hindous en 1876, elle a continué d'être mentionnée au XXe siècle lors de sa promotion en Amérique du Nord. Pendant l'émergence du nationalisme tamoul dans les années 1920 et avec leur opposition aux Britanniques et au nationalisme indien, l'association de leur culture avec Kumarikandam s'est renforcée. Voilà pourquoi, après 1950, cela n'étonne pas. Elle a commencé à apparaître publiquement en 1981. Elle était déjà mentionnée dans un document validé par le gouvernement. Est-ce la preuve que Lémurie est bien plus qu'une simple évocation philosophique ? Son statut de terre promise ne lui donne-t-il pas une existence presque réelle, avec des conséquences concrètes dans notre monde ? Dans cette optique, certains affirment « L'existence de la Lémurie pourrait-elle expliquer un autre mythe moderne, les Moai ?» Au cœur de l'océan Pacifique, isolée au milieu d'eaux infinies et de courants traîtres, l'île de Pâques est restée pendant des siècles une énigme. Ces gigantesques moai, sculptures de pierre tournées vers l'horizon, ne sont pas seulement un témoignage de l'habileté de ses habitants, mais ont aussi alimenté toutes sortes de théories sur des civilisations disparues. Parmi elles, l'idée que l'île de Pâques et d'autres îles du Pacifique soient nées des vestiges de la Lémurie se démarque. Le continent englouti qui aurait relié d'anciennes civilisations bien avant l'histoire enregistrée. Ces théories sont apparues principalement au XIXe et XXe siècle. Certains chercheurs, fascinés par la répartition des espèces animales et la géographie des îles, ont commencé à spéculer que la culture, Rapa Nui, la constructrice des Moai, pourrait descendre d'une civilisation bien plus ancienne qui aurait habité un continent perdu au milieu du Pacifique. La présence de structures mégalithiques et la complexité sociale de ces peuples. Cela a été utilisé comme argument pour soutenir qu'il ne s'agissait pas de développements isolés, mais de la continuation d'une tradition culturelle pré-lémurienne. Les défenseurs affirment que les Moai sont plus que des sculptures. Ce sont des monuments symboliques, alignés avec la géographie et le cosmos. Ils incarnent des ancêtres gardant l'équilibre entre vivants et morts. La précision de leurs sculptures et transports, sans roues ni animaux de trait, renforce la croyance sur leur construction. Des connaissances héritées d'une civilisation avancée, possiblement liée au mythique continent de Lémurie. D'autres îles du Pacifique, comme Fidji, Samoa ou Tonga, ont aussi été évoquées, pas seulement l'île de Pâques, comme possibles vestiges lémuriens. Certains auteurs ont émis l'hypothèse que les mouvements migratoires de leur population, les similitudes culturelles et certains vestiges archéologiques indiquaient une origine commune. En reliant ces terres dispersées sous un même continent, disparu dans l'océan. L'idée de la Lémurie offrait une explication élégante à ce qui, autrement, semblait improbable. L'existence de sociétés avancées sur des îles aussi reculées et séparées par des milliers de kilomètres de mer, les Moai deviennent sans gardiens silencieux d'un passé hypothétique. Des sculptures qui semblent regarder au-delà de leur île, vers un continent qui aurait pu exister, mais qui ne survit que dans la mémoire et dans l'imagination. D'une manière ou d'une autre, il est clair que la Lémurie est finalement devenue un mythe moderne, universel, qui a traversé les cultures et les langues. Elle a franchi de nombreuses couches pour finalement devenir une légende, transmise de bouche à oreille. Même si la science a clos le débat il y a des décennies, en déclarant que Lémurie n'a jamais existé en tant que continent physique. Comme nous l'avons vu, le mythe n'a pas disparu dans l'imaginaire collectif, mais s'est multiplié sous diverses formes culturelles, s'adaptant à de nouveaux médias et narrations. Dès la seconde moitié du XXe siècle, et surtout au XXIe, Lémurie a gagné une place dans la littérature, le cinéma, la musique, les jeux vidéo et les forums internet.
En fantastique et science-fiction, Lémurie est devenu un décor riche. Des auteurs de Pulp Fiction et de magazines d'aventure l'ont utilisé comme décor pour des histoires de civilisations perdues, monstres préhistoriques et guerriers mythiques. Des écrivains comme Lovecraft ou Robert T. Howard, le créateur de Conan le Barbare, ont mentionné Lémurie dans leurs récits, l'intégrant à l'immense univers de mondes perdus qui nourrissent l'imagination de leurs lecteurs. Le cinéma l'a aussi remarqué, mais plus discrètement. Dans plusieurs films d'aventure du milieu du XXe siècle, notamment sur des civilisations cachées, on évoque des continents perdus souvent liés à la Lémurie. Plus tard, dans des documentaires à tendance pseudo-scientifique ou dans des émissions télévisées comme À la recherche de... Dans les années 70, l'idée de la Lémurie est réapparue, faisant partie du répertoire des énigmes planétaires aux côtés de l'Atlantide, des extraterrestres et des pyramides. En musique, notamment dans le rock progressif et le métal. Lémurie est devenue un symbole de l'occulte, de l'ancestral et du transcendant, utilisé comme une métaphore d'un lieu perdu qui garde encore des secrets à révéler. Dans certains cas, les albums inspirés par Lémurie combinèrent des paroles mystiques avec des sonorités épiques. Avec l'arrivée d'Internet, le mythe s'est revitalisé. Des forums, pages ésotériques et communautés virtuelles diffusent des théories sur les Lémuriens, décrits comme des êtres spirituellement avancés ayant laissé des messages cachés sur la planète. Certains les associent à des observations d'OVNI, d'autres à des canalisations spirituelles, et il y en a même qui assurent avoir eu des contacts avec des habitants lémuriens lors de voyages astraux ou dans des villes intraterrestres. Parallèlement, Lémurie est apparue dans les jeux vidéo, la culture geek, les jeux de rôle et les univers fantastiques numériques. Ils ont repris l'idée du continent perdu et l'ont transformée en cartes, en décors et en mythologies internes. Ici, Lémurie symbolise le lien entre aventure et mystère. Dans la culture contemporaine, Lémurie n'est plus une réponse scientifique ratée. C'est un miroir où se projettent des questions profondes sur l'origine de l'humanité, le sens de l'histoire et le désir que des secrets cachés attendent d'être révélés. Sa survie démontre qu'au-delà de la vérité empirique, ce qui mobilise réellement les sociétés, ce sont les récits et les histoires qui, à leur manière, nous aident à nous comprendre. Merci. Lémurie illustre bien comment une hypothèse scientifique rejetée peut devenir un symbole culturel, qui peut inclure un récit de catastrophe cosmique, d'humanité oubliée et de sagesse ancestrale perdue dans les profondeurs de l'océan. Sans Blavatsky et la Société théosophique, la Lémurie serait sans doute aujourd'hui une simple note de bas de page en biologie. Mais grâce à sa contribution, le continent fantôme est devenu une partie de la mythologie moderne. À une époque où la science semble avoir des réponses à tout. La persistance de ces mythes révèle un besoin spirituel, celui de croire qu'il existe encore des mystères capables d'élargir notre seuil d'émerveillement. La force de ces récits, c'est qu'ils ne meurent pas, même si la science les réfute. Ils voyagent d'époque en époque, se transforment et se réinterprètent. Sommes-nous vraiment issus des Lémuriens ? Est-ce que, comme certains le disent, notre acide désoxyribonucléique lié à la Lémurie s'active de temps en temps? Et nous interpelle-t-il en nous faisant rêver de villes étranges? Est-ce pour cela que parfois des choses nous manquent alors que nous ne les avons jamais eues dans ce plan? Notre arbre généalogique lémurien résonne-t-il en écho? Encore plus intéressant, les Lémuriens restent-ils cachés dans des villes ou sur des plans dimensionnels parallèles? Décident-ils de notre avenir? Essaieront-ils de nous sauver? Conspirent-ils contre nous? Tiendront-ils compte de nous? Lisa? Et tout simplement, reviendront-ils? Qu'est-ce donc que la Lémurie? Réalité cachée, ignorée ou métaphore de notre besoin humain de nous connecter à des émotions plus profondes et spirituelles? Ne nous éloignons-nous pas de plus en plus de ce but à mesure que le monde avance et que les stimulations extérieures nous envahissent? Lémurie est-elle une inspiration ou un avertissement sur ce qui pourrait nous arriver si nous négligeons notre environnement? La planète Terre elle-même pourrait-elle finir ensevelie sous une mer infinie d'étoiles, tôt ou tard? Le cas échéant, quelqu'un se souviendra qu'à ses coordonnées, il y avait un monde qui a abrité d'étranges habitants, se percevant eux-mêmes comme l'humanité. L'être humain deviendra-t-il lui-même un mythe à l'avenir? Quelles leçons devrions-nous tirer de ces raisonnements? La Lémurie nous rappelle que même dans un monde cartographié jusqu'au moindre recoin par des satellites, il existe encore des mers d'incertitude dans lesquelles nous pouvons naviguer avec l'imagination. Et c'est peut-être là le véritable héritage de ces énigmes, celui de nous connecter à notre propre nature, la nature de toujours.
Croire que tout n'est pas visible et que l'extraordinaire peut être découvert tant que nous nous efforçons de le trouver.